Ah ben, ça y est, c'est bon. Bon. Bon, alors cet exposé va être divisé en deux parties. Il va s'intituler d'une façon générale Mémoire pour servir à l'histoire des sciences, un petit clin d'œil. Il y aura deux parties. Souvenir de mon parcours scientifique du lycée Carnot de Tunis à l'Académie Junior des sciences. Et deuxième partie, anecdote du prix Nobel et d'autres sommités. Alors je commence par quelques souvenirs d'enfance et de jeunesse. On dit que toute vie est un univers qui naît et qui s'éteint. Bon, moi, je suis né il y a plus de 80 ans, je vais peut-être m'éteindre très bientôt. Plus modestement, on peut dire que toute vie est un roman. D'ailleurs, je vais écrire un roman et tout ça. Je vais passer sur ma vie associative, ma vie politique, mon travail de conseil, bien entendu, ma vie familiale et professionnelle. Hein, donc je ne répondrai pas à certaines questions personnelles, sauf si elles portent sur moi, bien sûr, et sur ma carrière. On commence par le commencement. Instant zéro, ma naissance. Alors j'ai failli mourir 4 fois dans ma jeunesse. La première fois à ma naissance, j'étais très gros, je pesais plus de 5 kilos, j'avais une grosse tête. J'ai eu du mal à sortir, à sortir. T'as toujours la grosse tête. Ma mère a failli mourir, a failli y passer, moi aussi. Quand je suis né, j'étais bleu, hein, je suis anoxie, voilà. Et j'ai failli mourir, finalement je suis né. Et pendant longtemps, j'ai fait un cauchemar où je me voyais progresser à travers un boyau gluant et où je ne pouvais pas avancer les pieds. Et j'ai compris que ça venait quand j'ai assisté à la naissance de mon fils. J'ai raté la naissance de mes deux filles, j'étais arrivé trop tard, mais j'ai vu la naissance de mon fils, j'ai vu son fils. Et là, ça a fait un déclic dans mon inconscient. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus vu ce cauchemar. Donc j'ai compris que ça venait de là. Bien. J'ai failli mourir une deuxième fois, à 3 ans cette fois. Parce que ce que je ne savais pas, que j'ai appris lorsque j'ai demandé un visa à l'ambassade du Canada pour aller au Canada pendant 2 ans, j'ai vu le médecin, tout ça, il fallait dire toute la vérité. Donc je lui ai dit que j'avais eu comment dirais-je, ces convulsions quand j'étais jeune. Il m'a dit, est-ce que vous n'avez pas eu une naissance difficile? Je lui ai dit, comment vous le savez? Il m'a dit, ah oui, mais c'est souvent comme ça. Quand on est avec un manque d'oxygène, on a des convulsions, ça dure pendant la jeunesse. Alors donc j'avais des convulsions pendant très longtemps. Et à l'époque, bon, il n'y avait pas tous les vaccins qu'il y a maintenant. On attrapait les oreillons, la rougeole, la varicelle, etc. La rougeole, la coqueluche, on souffrait, ça passait. Mais le problème, c'est que j'ai eu la coqueluche, et évidemment, tout ça en poussière, alors c'était épouvantable. Et à un moment où j'ai eu une véritable quinte de coqueluche, j'ai craché du sang, j'ai eu une convulsion au même moment. Là, je suis tombé dans les pommes. J'étais mort, j'étais dans le coma, je ne sais pas quoi. Mes parents affolés vont chercher le médecin de quartier, là, ils regardent. Pas de buée sur le miroir, pas de coup, il est mort. On aurait pu m'enterrer vivant. Mais, je suis doué, au bout d'un petit quart d'heure, je me réveille, tout le monde est effaré, presque épouvanté, hein, c'est la mort vivant. Voilà. Et finalement, je suis ressuscité sans fédéral. Je devais être dans un coma profond. Troisièmement, à l'âge de 5 ans, là c'est autre chose. Là c'était pendant l'occupation allemande de la Tunisie. Les Anglais arrivaient par la Libye, les Américains arrivaient par l'Algérie. Les Anglais étaient dirigés par Montgomery, les Américains par Patton, comme vous le savez, il y a même eu un film là-dessus. Ils ont convergé vers Tunis où il y avait 250 000 soldats allemands et italiens. C'était des bombardements incessants, la DCA, on voyait ça toutes les nuits. Et puis on allait évidemment, dès qu'il y avait une sirène, on sortait, on allait se réfugier dans les tranchées. Les tranchées, c'était en fait un cimetière qui était à 200 mètres. On avait creusé des tranchées entre les tombes pour pouvoir se réfugier. Il n'y avait pas d'abri, il n'y a pas de cave en Tunisie. Donc les abris, c'est ça. Sirène, on court à toute vitesse avec ou sans pyjama, on court dans la rue et puis on va se réfugier dans les tranchées. Voilà. Alors un jour, bon, il y avait une alerte, on s'est précipité, je passe sur les détails, puis enfin il y a eu un retard, je passe sur les détails, et à un moment donné, j'entends une bombe. C'était évidemment les Anglais, les Américains qui bombardaient les Allemands, mais comme c'était la nuit, ils bombardaient un peu partout, ils pensaient qu'il y avait les Allemands. Il y avait ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Et j'entends un sifflement derrière. J'étais en train de courir avec ma tante à côté. Ma tante, c'est une femme robuste. Hein. Bon, il y avait ma tante qui habitait avec moi à l'époque. Bon.
Et puis elle m'attrape par la main, elle me dit cours, j'ai oublié mon tricotage, elle me dit cours, c'est le drapeau. Bref, j'entends un sifflement, et alors une détonation. Je suis ma rendu compte qu'on a été projetés tous les deux par terre, tous les deux, ma tante était robuste hein, et pesante. Si elle ne m'avait pas attrapé la main, je me serais envolé, je me serais fracassé contre le mur. Elle m'a attrapé la main, j'étais sourd pendant une heure ou deux, hein, je crois que j'étais sourd pour pleurer, bon, je n'entendais rien. Et voilà, j'ai failli mourir. Et ensuite, alors là, c'est à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, on était à la Marsa, c'est une station de villégiature politique. Il y avait un oncle qui avait une belle villa à côté de la mer. Une villa dont j'ai hérité par la suite d'ailleurs. C'est quand même un signe du destin, si on peut dire. Quel vénard hérité d'une. Voilà, non, c'est une autre histoire, elle n'a pas de preuve. Bon. Puis ça n'en fait dans le studio. Bref, alors, la mer était plate, je veux dire, quand tu changes régulièrement, ils te font un prix. on avait pied. Sauf que de temps en temps, il y avait quelques trous, quelques tourbillons. Moi, j'étais tout petit, etc. À un moment donné, j'étais pris dans un tourbillon. Et alors, cet oncle dont je parlais, qui est un très bon nageur, il était pêcheur, il avait plusieurs facilités. Il a sauté, il m'a tiré. Bon. Et puis il m'a sauvé la vie. J'ai failli me tuer à son moment. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que ton foot est à rescapé. Voilà, non. C'est sûr que James Bond, c'est une mort de foi. Mais oui, Là, tu m'as fait peur 15 secondes. sacré James Bond. À 14 ans. James Bond, il a dit on donner ne un peu de meurt respiration à cette discussion. on ne meurt que deux fois. Alors, à 14 ans, alors, à 14 ans, là c'est la, attendez, 1, 2, 3, 4, la cinquième fois, 14 ans. Alors là, je raconte ça plus tard, je m'intéresse à la chimie, aux expériences, j'étais fasciné par les poudres, les explosifs. Alors il se trouve qu'à Tunis, après la guerre, quand les Anglais, les Américains, les Allemands avaient laissé des tas d'obus, non percutés. Alors il y avait des Siciliens qui les ouvraient, qui prenaient la poudre, etc. Et parfois ils laissaient l'obus non percuté. Alors moi je voulais fabriquer une sorte de petite fusée avec un copain qui habitait près de chez moi. J'avais pris un obus, j'avais mis de la poudre de ma fabrication, j'avais mis un truc par-dessus, et puis je lui ai dit on va voir jusqu'à l'auteur elle va monter. C'était dans la terrasse des voisins, c'était pas chez moi. Et alors on met le feu, on s'est gagné un peu, on regarde en l'air, et à un moment donné je suis assourdi, assourdi. Je sens un souffle qui me colle la jambe. Et puis je dis qu'est-ce que c'est? Ah ben elle a explosé. Bon. Ça n'a pas réussi. Puis je me baisse, je vois du sang qui à travers mon pantalon. Je lève le pantalon, je vois un peu. Le sang partout. J'avais été touché par des éclats. Alors, c'était à l'époque où il y avait des attentats pour la dépendance de la Tunisie, il y a des bombes partout, etc. Alors évidemment, tout de suite, quelques minutes après, il y a la police qui entoure l'immeuble, en cherchant à arrêter le terroriste qui avait mis une bombe, on ne sait pas où. Donc, alors nous, on est sortis par une bombe, on est sortis, on avait 10 ans, on est sortis par une porte dérobée. On était à la pharmacie à côté. Alors mon copain, il dit ah, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Bref, on dit au pharmacien, je me suis blessé avec un clou. Le type il me regarde, il dit vous foutez de moi avec un clou, c'est pas vous qui avez fait explosion à côté. alors il a téléphoné à l'hôpital, je sais plus quoi. Alors tout de suite, ils ont amené une ambulance, j'ai été opéré sans même demander l'avis de mes parents, parce que c'était urgent. J'ai été opéré, je suis resté des semaines malade, au lit, avec des antibiotiques, tout ça. Mais alors, ce qui m'a travaillé, c'est que pendant des mois, je me suis dit, mais si j'avais été un peu plus loin, au lieu d'arrêter sur la jambe, ça aurait été au testicule. J'aurais eu les testicules écrasés, ou plus, pire, vers le ventre. Et pendant des années, j'ai ruminé ça, si j'avais été plus loin, je serais... Bon, voilà. Et plus récemment encore, j'ai eu le Covid en légère, et grâce à ma potion magique, j'en ai échappé sans doute. Voilà. Alors ça, c'est pour dire à vous. Mais j'ai toujours eu une certaine fragilité. Hein, j'ai eu de l'anorexie, j'ai eu comment dirais-je, comment on appelle ça, on manque d'hémoglobine. Anémie. Anémie, voilà. Alors bon, je reprends pas les détails, anémie, anorexie. J'étais très fragile, et mes parents disaient, et j'avais des convictions toujours, il faut lui passer ses caprices. Sinon, il va nous faire une convulsion. De toute façon, tel qu'il est, il ne va pas vivre au-delà de 20 ans. Au moins qu'il soit heureux pendant le temps qu'il vivra. Voilà. J'étais très fragile. C'est ma tante qui s'occupait de moi, mais j'étais aussi marginal. Moi. Alors que mes frères et sœurs, tout ça, ils étaient dans la vie active, ils étudiaient.
mes parents n'aimaient pas tellement me voir à la maison parce que j'étais difficile. Ma mère m'en voulait peut-être un peu parce que j'ai failli la faire mourir pendant son accouchement. Mon père aussi, parce que j'avais failli faire mourir sa femme adorée. Bon, bref, j'étais un peu marginal. Alors j'allais habiter en général à l'Ariana, un petit village près de Tunis, où il y avait mes grands-parents. Alors c'est ma tante qui pouvait. Ma vraie-mère, c'était ma tante. Je me suis rendu très tard que c'était pas ma mère. Et j'ai beaucoup occupé de moi par la suite, quand il y a des problèmes, je fallait dire. Voilà. Et puis, mais ce qui m'a sauvé, c'est les chats d'abord. J'adorais les chats. C'est l'amitié des chats. Et puis, par la suite, quand je suis allé à l'école, là, j'étais fasciné par tout ce qu'on pouvait apprendre à l'école, par les livres. Voilà. Alors récemment, il y a Zemmour qui disait à propos de Marine Le Pen, on lui dit, mais quelle est la différence entre vous deux? Il a dit, écoutez, elle aime les chats, moi j'aime les livres. Alors moi j'aime à la fois les chats et les livres. Et ce sont les deux qui m'ont sauvé à la fois. Est-ce que tu aimes Marine Physiquement et mentalement. C'est intéressant. Comme vous aimez Le Pen, vous aimez. Bien. Alors, on continue. Ma grande maternelle, je l'ai faite dans une école qui est située rue Sidi-Sifiane. Pourquoi j'en parle? Parce que ce dont je me souviens, la seule chose dont je me souviens là-dedans, c'est les bons points. À l'époque, il y avait des sortes de petits rectangles de toutes les couleurs. Il y avait des violets, des roses, des jaunes, des verts. Les meilleurs, c'était les violets. Je me souviens toujours, alors des fois, j'arrivais en classe et je voyais un bon point qui était dans mon livre. On laissait le livre là-bas. Et je tournais la page, je voyais un bon point violet. Ah, j'étais content. On était un bon point. On est très content d'avoir un bon point. C'est ce dont on me souvient. Ensuite, l'école primaire, c'est rue Babacanu. Là, ce dont je me souviens, c'est un palier dans la classe où il y avait un très grand palier qui était toujours. Et les soirs de printemps, les après-midi de printemps d'été, je voyais des feuilles du palier luire au soleil. C'est le souvenir qui m'en est resté. Voilà. Bien. Il y avait aussi beaucoup de discours dans la cour. Voilà. Alors je me rappelle de quelqu'un dans Mademoiselle Hodja, qui m'aimait bien, M. Boto, très sévère. Il y avait pratiqué des châtiments corporels à l'époque. Ah bah oui, châtiments corporels. Le gamin, on lui baissait la culotte, on l'attrapait par la main, on lui foutait à coups de ceinture sur les fesses. J'ai vu ça. Moi, je l'ai jamais vu, parce que j'étais un bon élève. Bien. Il y avait autre chose, c'est bien. Alors, il y avait pour les dames, ça c'est connu. Mais il y avait aussi, alors là, c'était du sadisme. Hein. Le gamin se mettait à genoux, on lui mettait les bras, on lui mettait des livres sur les bras qu'il devait tenir. Alors, suivant le degré de punition, on lui mettait plus ou moins de livres. Alors, s'il s'effondrait, c'était les ça ne plaisantait pas. Oui. Alors, il y avait la règle sur le bout des doigts. Ah oui, J'ai connu. C'est une école privée ou publique? Public. Bien. Alors, attendez, avançons, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bien. Alors ensuite, examen d'entrée en 6e, parce qu'il fallait un examen d'entrée en 6e pour entrer au lycée. Et puis, il y a une dispersion. Ceux qui étaient bons allaient, ceux qui n'étaient pas bons du tout, ils allaient au travail. Hein. Il y avait un joli Italien qui avait un père menuisier, il devenait menuisier, apprenti de son père. Mon frère, mon père était éleveur, chevillard et boucher. Mon frère aîné, bon, avant moi bien sûr, je travaillais avec mon père. Bien. J'avais un ami sicilien, son père était pêcheur, il allait faire la pêche, etc. Un ami maltais, son père était éleveur de chevaux, il allait, bon. Les meilleurs, alors ensuite les bons passaient au lycée, mais il y avait une gradation. Les meilleurs allaient au lycée Carnot de Tunis. Le lycée Carnot, c'était le 3e lycée de l'Union française en qualité. Hein. Il venait après les grands lycées parisiens et avant le lycée d'Alger. Vous avez vu? On a eu lycée Carnot. Voilà. On a eu comme professeur des gens comme Pierre. Lycée Carnot dans le 17e, c'est on a eu comme professeur des gens comme Pierre Benoît qui a écrit l'Atlantide, comme le professeur Cuvillier qui a écrit les traités de philosophie. Voilà. Donc c'était des gens de très haut niveau. Et c'est resté d'ailleurs de très haut niveau, parce que quand on est retourné à Tunis, c'est devenu ce qu'on appelle un lycée, comment ils appellent ça, pilote, voilà. On y est entré. Alors à l'époque, c'était garçon, et on venait habillé en civil. Mais c'était la bourgeoisie, on avait des habits bourgeois. Hein. Maintenant, c'est un lycée de garçons et de filles, et les garçons ont un uniforme, mais classe, hein, ça a dû être confus, junior. Les filles, un autre uniforme. C'est mixte, mais chacun a son uniforme. C'est resté un lycée haut de gamme. Évidemment, il n'y a que la bourgeoisie musulmane qui y va, alors qu'avant, c'était la bourgeoisie musulmane, juive surtout,
française évidemment, un peu italienne, etc. Et russe, parce qu'il y avait aussi des immigrés russes, des Russes blancs qui avaient vu la révolution qui était venue en Tunisie. Donc je me souviens du lycée Carnot. Voilà. Alors, ceux qui étaient moins bons allaient au lycée de Carthage, pour les garçons, et voilà, les filles allaient soit au lycée Montfleury, soit au lycée Armand-Ferrière. Les juifs qui étaient moins bons allaient dans les écoles d'Alliance israélite universelle qui avaient été fondées pour la promotion des classes populaires, etc. Les musulmans qui étaient moins bons allaient dans des lycées musulmans de la classe etc. Les meilleurs allaient au lycée Carnot. Et alors il y avait à l'époque deux grandes sections, moderne et classique. En classique, on faisait moins de sciences, mais on faisait aussi du latin, du grec et plus langue vivante. Et beaucoup de français, même français anciens. Et en moderne, on ne faisait pas du tout de langue morte, mais on faisait 2 ou 3 langues vivantes. Et alors on faisait beaucoup de sciences par contre. Mais je veux dire, il y avait un niveau en physique, en chimie, en biologie. Je veux dire que certains étudiants terminales n'ont peut-être pas aujourd'hui. C'était vraiment très bien. Sûrement pas. C'était de notre niveau. Donc il y avait section et moderne. Moi j'ai choisi moderne. Alors, mais à l'époque j'avais quand même un gros intérêt pour la métaphysique et la psychologie. Et j'ai traversé une crise spirituelle qui était due à un facteur qui avait une sorte de dichotomie entre ma famille, qui était une famille juive traditionnelle, et le milieu français qui était laïque. Alors laïcité obligatoire. Hein. Je parle de religion à l'école qui est virée. Voilà. C'est interdit, que ce soit pour les juifs, les catholiques, les musulmans. La question. Laïcité, on est en France. Bon, alors, alors quand j'étais au lycée, je regardais avec un petit peu de recul, presque de dédain, ces coutumes traditionnelles. Et au contraire, quand j'ai reçu mon éducation religieuse pour faire ma vie, là je me disais que la laïcité, il y avait une dichotomie dans mon esprit, ça m'a fait traverser une crise spirituelle. Qui est-ce qui a raison finalement? La science, enfin, la science. L'enseignement laïque représentait la science, parce que je suis en section moderne. Ou la religion. Je me suis posé la question, mais ce n'était pas un problème entre culture française et culture juive, c'était un problème entre religion et laïcité. Et j'ai trouvé une réponse dans Blaise Pascal. Alors, ça m'a rassuré. C'était un grand scientifique et en même temps un grand mystique. Alors voilà quelqu'un qui construit science et religion. Ça m'a longtemps rassuré. Mais ça ne pouvait pas tenir, parce que je lisais Descartes à l'époque, bien avant, en étudiant en terminale. Je lisais Spinoza. J'ai redécouvert la théorie de la sélection naturelle, la théorie, comment dirais-je, électronique d'avance, tout ça par des spéculations, avant même qu'on les apprenne. Et finalement, ça a craqué. Ça a craqué. Alors là, je sombrais dans l'athéisme. Et évidemment. Pourquoi sombrer? Non, je sombrais. Alors finalement, non, parce qu'à l'époque. C'est déjà un jugement de valeur, voilà. là. Non, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de courants. Il y avait des professeurs qui étaient communistes, mais on ne le savait pas. Jamais. Pour eux aussi. Parce que quand je dis laïcité, c'est en politique, et en religion, mais en politique. Ils faisaient la grève pour défendre leurs droits, et ils n'étaient pas payés pendant la grève. Mais ils venaient quand même en classe pour que les élèves ne soient pas pénalisés par la grève. Alors que maintenant, on veut être payé sans venir. Alors qu'à l'époque, ils venaient pour ne pas payer les élèves, mais ils faisaient la grève, hein, et ils n'étaient pas payés. Il y avait un professeur communiste, on disait, je crois que les communistes, je ne sais pas si je crois, mais jamais ils ne se manifestaient, n'est-ce pas, dans leur... ils ne cherchaient pas à enseigner comment dirais-je, la laïcité ou tout ça. Ils enseignaient, ils transmettaient leur savoir dans toutes les matières, y compris ce professeur dont je parle en histoire-géographie. Donc c'était comme ça. Bien, alors, donc finalement, il y avait quand même, parmi les élèves, toutes sortes de courants, il y avait des communistes, surtout parmi la bourgeoisie, évidemment, un bobo, un fils de chirurgien, d'avocat. Alors, ils vont en Fils de chirurgien communiste. Ah oui, ben non, mais c'est des fils. Je sais bien ce que c'est que les enfants de bourgeois. Et alors, ils m'ont embranqué au Parti communiste. Et comme mon père était quand même, il était président du syndicat des éleveurs chevières et bouchers de la région de Suisse. Tendance un peu boulianiste. Bon. Hein, voilà. Un peu par réaction, peut-être, un peu par idéologie, par conviction, je ne sais pas, je le parti communiste. Peut-être en partie en réaction contre ma famille, n'est-ce pas, où j'étais le petit
le petit intellectuel, puisque les autres y travaillaient, j'étais dans la vie active. Le rebelle. Voilà, non, mais j'étais un marginal. Puisque j'étais un marginal, ben, j'allais être marginal jusqu'au bout. Voilà. Mais c'est pas honteux d'avoir été marxiste. Non, mais Même de l'être. C'est bien, il en faut. donc voilà, donc j'ai passé comme et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Mais finalement, par la suite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas la défense des masses populaires, c'était la partie intellectuelle, le matérialisme dialectique, le matérialisme historique. Et j'ai beaucoup appris, pour la suite. Bien. Alors, comment je suis venu vers les sciences, moi qui étais plutôt intéressé par la philosophie, etc. Il y a eu des professeurs qui m'ont marqué. Il y a eu M. Bruschi. Il n'avait pas d'autorité, le malheureux. Les élèves se moquaient de lui. Dès qu'il tournait le tête, il lançait des avions volants, tu sais, des machins. Mais ce qui m'a intéressé, c'est trois choses. C'est premièrement, les expériences. Vous avez un truc, deux trucs blancs, il les mélange, ça devient coloré. Il y a une couleur qui naît ex nihilo. Voilà. Évidemment, acide, base, phénolphtaline, tout ça. Première chose. Deuxième chose, les explosions. On met deux cubes ensemble, boum, ça explose. C'était hydrogène, oxygène. Voilà. Et puis, la troisième chose, c'était, alors, il nous faisait flotter du plomb sur du mercure. Comment un solide, mais qui flottait sur un liquide. Voilà, ces trois choses m'ont marqué et ont orienté mon intérêt pour les sciences. Hein? Les jeux avec les couleurs, les explosions à partir de rien, et puis les solides qui font solide. Eh bien, c'est l'un des initiateurs, si on peut dire, bien qu'il avait aucune interdit de se moquer de lui. Ensuite, il y a M. Césari en physique. Lui, c'est en première. M. Bruschi en chimie en seconde. Césari en première. Alors lui, c'est quelqu'un qui nous a expliqué les choses tellement clairement qu'on comprenait, je dirais, presque avant qu'il ait fini. Hein. Là, moi, j'étais nul en maths. Je comprenais ça. Je m'intéressais à la chimie. Et là, il m'a intéressé aux maths. Et, à un moment donné, j'avais un collègue Novikov, qui était d'origine russe, qui était très bon en maths, qui était, vous voyez là, à un moment donné, en seconde, je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce que lui est bon en maths et moi pas, alors que je suis meilleur en lui ailleurs? Il n'y a pas de raison. Et puis, en seconde, j'ai décidé de reprendre tout le programme depuis la sixième, tout le programme, tout seul, à la maison, et petit à petit, je suis monté. Premier trimestre, 1,5. Deuxième trimestre, non, premier trimestre, 3,5. Deuxième trimestre, 8,5. Troisième trimestre, 14. Et comme le troisième trimestre qu'on triple, le deuxième qu'on double, j'ai eu le premier accessible en mathématiques. Et par la suite, j'ai eu un doctorat en mathématiques. C'est la suite, j'ai pas entendu. Doctorat en mathématiques. Non, c'est pas un doctorat, c'est un diplôme d'études supérieures de mathématiques. Le doctorat, c'est en sciences physiques, voilà. Donc, alors en biologie, ça c'est monsieur. Comment s'appelle-t-il? Ah oui, alors. Donc j'ai fait moderne jusqu'à la terminale. En terminale, il y avait trois sections. Il y avait philo, pour ceux qui étaient littéraires, qui se destinaient aux carrières littéraires. Mathélène, pour ceux qui se destinaient aux grandes écoles. Hein. Après Mathélène, il y a Mathsup, Mathspé, etc. Et sciences. Et sans sexe. Alors, sans sexe, pour ceux qui se destinaient en général aux carrières biomédicales, c'est-à-dire médecin, pharmacien, dentiste, comment dirais-je, agronome, vétérinaire, c'est ça. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi sans sexe, pas parce que je pensais à un métier, je ne pensais pas à un métier. Je m'en foutais complètement. J'étais chez mes parents, je croyais que j'étais dans une bulle bourgeoise, familiale, tout dans les temps communistes. Je crois que ça a duré toute ma vie. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'était là où il y avait plus de maths qu'en philo et plus de philo en matériel. Et puis il y avait beaucoup plus de sciences que dans les deux. Donc j'ai choisi la voie du milieu, bien, sans sexe. Mais alors que j'ai eu, le bac sans sexe que j'ai eu avec mention, mais j'ai préparé quand même pendant les vacances, parce que j'étais toujours gourmand de savoir. J'ai préparé quand même, comment dirais-je, tout seul, philo et mathématiques. Je ne sais pas présenter parce que j'ai senti que je n'étais pas prêt. J'aime pas me présenter quand je sens que je vais aller à l'échec. Alors ensuite, il y avait comment dirais-je, ce qu'on appelle l'Institut des hautes études. Il n'y a pas d'université, mais l'Institut des hautes études préparé à l'Université de Paris.
Parce que les instituts de hautes études dans les pays coloniaux, quand il n'y avait pas d'université, à Alger, il y avait une université, préparaient à l'université. Par exemple, l'Institut des hautes études de Rabat présentait à l'université de Bordeaux. L'Institut des hautes études de Tunis préparait à l'université de Paris. Donc je suis entré là-dedans. C'était une préparatoire seulement. Alors là, c'est pareil. Il y avait après Math-LM, il y avait Math Géné. Math Géné, c'est pour ceux qui ne vont pas faire les grandes écoles, mais une carrière scientifique universitaire. Voilà. Ce n'est pas une classe terminale, c'est une préparatoire aux études scientifiques. Math Géné. Ensuite, il y avait PCB, physique, chimie, biologie, là c'est pour ceux qui veulent, médecin, etc. Et ensuite, il y avait SPCM, là c'est beaucoup plus calé, hein, sciences physiques, chimiques et naturelles, ceux qui voulaient être pharmaciens, vétérinaires, comment dirais-je, agronomes. Voilà. Alors, SPCM, pas question. Voilà. Finalement, j'ai choisi comme d'habitude MPC, mais j'ai quand même préparé pendant les vacances, alors que j'ai eu la mention cette fois-ci, et que ensuite j'ai préparé pendant les vacances le PCB, certificat préparatoire aux études médicales, que j'ai présenté, que j'ai eu sans mention. Et alors je me rappelle certains noms, Lafargue, en physique MPC. Alors lui, il a commencé son cours d'électromagnétisme en écrivant les équations de Maxwell. De Maxwell? Les équations de Maxwell. Ah oui. Ça dérive tout de là. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça, c'est vraiment la méthode française. On commence par le haut, on descend vers le bas. Dans les pays anglo-saxons que j'ai appris plus tard, au Canada, ça commence par le bas et on est inclus. Exactement. Bien. Alors là, évidemment, j'étais complètement déconnecté, je ne savais pas de quoi il parlait. Bon, bref, finalement, je me suis quand même débrouillé. Alors, j'ai eu pas eu de la barrière, des choses comme ça. Et une fois que j'ai eu tout ça, il fallait que je continue mes études, donc je suis allé à Paris. Alors, en bateau-train, parce qu'à l'époque, on voyait pas, on voyageait pas beaucoup en avion. Bateau, je sais plus, c'est 3e ou 4e classe. Hein. Train, 2e, 3e classe, je sais plus, et avant, il y avait des classes. Et alors, ça m'a beaucoup marqué. Et ça m'a un peu stressé parce que j'avais tout le temps peur de perdre mes bagages. Voilà. Et j'en ai fait des allers-retours bateau-train parce que pendant des années, je suis revenu dans mes parents qui disent et je reprenais. Et à plusieurs reprises, au moins une fois, j'ai failli laisser le bagage en train. Parce que je descendais à une escale pour prendre un café en pleine nuit, tu vois. Et là, c'est un deuxième type de cauchemar que je fais encore des fois. C'est que j'oublie mes bagages. Il y a ma femme, moi je tenais les bagages. Ils sont ici dans l'autobus. Il y avait mon portefeuille, il y avait mes cartes prévues partout. Ça m'a quand même marqué. Oui, il y a des choses qui marquent. Bien. Alors j'arrive à l'hôtel d'Assia, boulevard Saint-Michel. Et là, j'ai eu, pendant la première année, une triple frustration. D'abord, une frustration matérielle, parce que je vivais avec l'argent que m'envoyaient mes parents. 270 francs par mois. Et je ne veux pas vivre. Hein. Heureusement, il y avait le restaurant universitaire, tout ces machins-là. Hein. Voilà. Et dans une chambre de bonne. Dans une chambre de bonne. Comment? Dans une chambre de bonne. Non, c'était dans une chambre au dernier étage d'un hôtel qui est un hôtel 3 étoiles, hein, 41 boulevard Saint-Michel, c'est pas rien. Ah ouais. Voilà. Mais disons que la chambre coûtait 150 francs par mois, prix réduit parce que je restais à l'année. Il me restait 120 francs par mois pour vivre. C'est vrai qu'à l'époque, le cinéma, l'actuel shampoo coûtait 90 centimes, l'étiquette métro 20 centimes, c'était. Il faut adapter. Bien. Alors, prestation matérielle, parce que j'avais un autre ami de Tunis aussi, le pareil, il s'appelait Pierre Cohen, il faisait médecine, alors lui, il vivait sur un grand train. Et moi, une fois, il m'a invité au chant. Il pariait des sommes qui me faisaient vivre pendant 3 semaines, vous voyez. Bon. C'était une frustration matérielle quand même. Voilà. Je n'avais même pas de quoi me payer un poste de radio. Je n'avais pas de bourse. Parce que mes parents n'ont jamais été frustrés d'avoir une feuille d'impôt, vu la fonction qu'il avait, c'est toujours arrangé pour faire vivre. Bien. Donc, deuxième frustration. Comment? Comme étude, mais mon père, il a. Qu'est-ce qu'il exerçait comme métier, ton père? Il était éleveur, il avait une grande ferme d'élevage entre le Belvédère et l'Ariana. Il était chevillard, c'est-à-dire qu'il vendait de la viande en gros à tous les bouchers. Hein, c'était un entrepreneur. Voilà. Et il avait sa propre boucherie, n'est-ce pas, au centre de Il était président du syndicat Idoine. Hein, voilà. Il était président, on l'avait vu président, parce qu'il parlait bien. Le secrétaire général, c'était un certain Fatah Benzak, c'était un syndicat pluricommunautaire. Hein. Le trésorier, c'était un certain, comment il s'appelait, c'était un certain Sbéro,
Non, c'était un certain Baldacchini, c'était un Italien. Donc je connais bien le fils parce qu'à l'école primaire, on était en compétition des fois, il était premier, des fois moi, etc. Voilà. Donc c'est un truc comme ça. Donc qu'est-ce que je dis? Ah oui. Donc frustration matérielle. Alors, frustration intellectuelle aussi, parce qu'à Tunis, j'étais dans les premiers au lycée, hein, partout. Bon, voilà. J'ai même réussi à rattraper mon, comment dirais, mon handicap en mathématiques. J'ai eu le prix des classes terminales, le coup de cérémonie, etc. J'avais été à un moment donné, d'ailleurs, sélectionné pour participer au concours général de français à Alger. Mais non, je ne suis pas allé parce que bon, je ne voyageais pas. Mes parents avaient peur pour moi, ils avaient une convulsion. Il est toujours obsédé par mes. Voilà, alors je suis pas allé. J'avais été sélectionné. Donc je fais partie de la liste, je suis l'un des premiers. J'arrive à Paris, et là, je vois mon classement dans les examens trimestriels. 192e, évidemment, sur 877 élèves. C'était frustrant. Moi, j'étais plus premier, c'est pas possible. Hein. Bref, frustration intellectuelle, affective. D'où te venait cette envie d'être toujours premier en fait? Est-ce que tu t'es posé la question? Parce que toutes les épreuves que j'ai subies dans mon enfance m'avaient donné une envie de gagner. Comme disait Nietzsche, ce qui ne nous détruit pas nous renforce. C'est vrai, oui. Bien. Comme il est mort. Alors, troisième frustration affective, parce que là, bon, j'étais quand même un adolescent, j'avais 18 ans, c'était l'année du Sputnik. J'avais pas d'amis, j'avais rien. Alors que mon copain avait des nanas, même mon frère qui était venu m'accompagner au début, il avait dragué une Allemande, il restait 3 jours avec moi pour m'accompagner parce qu'on pensait que j'allais me débrouiller bon près. Et j'étais tellement frustré effectivement que j'avais presque envie d'avoir une fille dans la rue, de dire écoutez, est-ce que je peux vous serrer dans mes bras? Je ne demande rien de plus, rien de vous serrer dans mes bras. C'était une véritable frustration effectivement. Ça me fait penser à la chanson de Stromae, tu sais, formidable, etc. Voilà. Et quand j'ai écouté Stromae, ça a résonné en moi, ça a réveillé cette frustration. Mais j'ai quand même, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Quelques jours après mon arrivée, je me promenais, je ne connaissais rien de Paris. Mon frère venait de rentrer en Tunisie, après m'avoir laissé, etc. Et des conseils. Je me retrouve près de l'Odéon, il y avait de la lumière partout, des gens, etc. Et je vois ce qui se passe, et puis je vois des gens qui parlent, etc. Je vois une jeune fille qui est dans une voiture, et puis il dit tu n'es qu'un égoïste, un ambitieux. Alors, arrêtez, il s'arrête. Je m'en fous, c'était un film entre les après. D'accord, elle descend, etc. Ça répète. Tu n'es qu'un égoïste, un ambitieux. Ah ben, c'est pas comme ça, mon frère. Alors, on a un marre, il dit j'en ai marre, je m'en vais. Elle s'en va, elle se met presque à pleurer. Elle franchit la cour, les gens parlent ça. Moi, je sais que je la suis, pourquoi vous prenez mademoiselle, il n'y a pas de raison, écoutez, tout ça, elle me regarde, et elle m'attrape, elle dit, t'es gentil, toi, allez bien, je t'invite. Elle m'invite à prendre un verre à la Romerie. C'était qui? Brigitte Bardot en personne. Bon, alors on a sympathisé. Non, c'est pas une légende, ça. Non, c'est pas une légende. On a sympathisé. Et puis, bon, elle a vu que j'étais un étudiant mauvais, que je n'étais pas un fils à papa comme elle avait l'habitude d'en rencontrer. Et puis, elle a été très gentille, avec beaucoup de tact, elle a tout payé. Enfin, je lui ai dit, comment est-ce que je vais payer ça? Voilà. Elle a tout payé discrètement, et puis elle a dit, au revoir, à bientôt. Si, plus tard, je l'ai revu, mais d'une autre façon. Parce qu'on était ensemble dans le comité national de soutien à Giscard d'Estaing, dans tous les journaux nationaux, Figaro Monde, etc. Et ça m'a coûté très cher. Ça a failli me coûter ma carrière, parce que j'étais rempli d'enfants. Mais c'est une autre histoire. Alors je continue. Alors, c'est à l'époque, j'avais rencontré à l'université, j'ai rencontré beaucoup de gens. Des amis de lycée, de collège, voilà. Le même Novikov que j'avais connu, qui faisait d'autres choses. Alors lui préparait lui se dessinait à la grecque de maths. Mon collègue Gérard Rayad voulait faire la Chine français du pétrole. Beaucoup de gens qui avaient envie d'en faire autre chose. Et j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelait Jean Gouillas. Il était protestant. Moi je dis c'est très important. Parce qu'il a passé son temps à déblatérer sur les catholiques. Moi, ce n'est pas ma problématique. J'arrive de Tunisie,
il parlait de gendarmes, des calculs, tout ça. À un moment donné, il dit on va faire Paris-Chartres en vélo. Bon. On loue des vélos. Je l'ai fait moi. Ah, tu l'as fait alors. On loue des vélos. Voilà. Alors on loue des vélos. Paris-Chartres en vélo. Attends, on loue des vélos. Derrière une moto. Alors on loue des vélos, c'est quand même 100 km. Hein. Voilà. Oui, Dans la vallée de Chevreuse, 33 c'est magnifique. km. On a traversé. Chevreuse. Voilà, exactement. On a dormi dans des fermes. Comme ça, Alors comme lui était fils de paysan, il savait comment parler aux paysans. Il disait tiens, ils vont nous offrir un truc dans la grange. Voilà. On a pris, ils ont fait du vin, du fromage, etc. Puis ensuite, on a vu, vers Chartres, on a vu des gens qui étaient là, à quatre pattes. Je vous salue, Marie, etc., etc. Enfin bref. Alors il a regardé, puis il a dit mais ils sont pas cons. Ils sont pas cons. Tu te rends compte, ces cathos qui peuvent être cons. Ils pas en foutre, moi. Bon, moi je voulais prendre l'air. Ben, il a passé son temps à me bassiner, à me harceler, etc. Il voulait me transmettre son, comment dirais-je, son anti-catholicisme. Parce que tu sais bien que les protestants étaient très persécutants. Moi, ce n'était pas ma problématique. Moi, je débarquais de Tunisie, un pays en pleine décolonisation. On ne savait pas encore où on allait aller, ce qu'on allait faire. Si je pouvais terminer mes études, ils m'emmerdent avec ces histoires. Bref. Pourquoi donc qu'est-ce que je parle de ça? Voilà. C'est très important. Je n'en pense que ça va avoir une importance par la suite. Voilà. Alors, la deuxième année, je ne pouvais plus payer cette hôtel, c'était trop cher. Je vais chercher une chambre en banlieue. C'était à Villemont, Laurency-Villemont. Alors, pour y aller, il fallait du quartier latin prendre le 38 jusqu'à la gare de l'Est. À la gare de l'Est, prendre le train jusqu'au Rincy. Et de Rincy, prendre l'autorail jusqu'à Villemont. Et ensuite, marcher, parfois dans la neige, etc., pour arriver au 83 rue Saint-Louis, à Villemont, où j'avais loué une chambre à l'étage. Il fallait monter à travers un escalier et une trappe. Voilà. C'est des gens très gentils, d'ailleurs, qui m'avaient invité. Voilà. Bref, mais c'était exténuant. Et quand je revenais, c'est pareil, je vais sortir en hiver dans la neige. Il y avait de la neige à l'époque. Hein. Moi, j'ai eu des blocs de glace flottés sur la Seine. J'étais moins lisse, c'est pas comme maintenant. Donc, marcher jusqu'à Villemont, prendre l'autorail jusqu'au Rincy, prendre le train jusqu'à la gare de Pont. J'arrivais, ensuite il fallait marcher encore. J'arrivais à l'Institut Henri Poincaré, épuisé. L'amphi était bondé, c'était avant qu'on construise monsieur. C'était bondé, il y avait des élèves assis par terre, sur les marches, sur les fenêtres, assis au pied du pont. J'arrivais, évidemment, j'étais en retard, je regardais, j'arrivais pas à dire. C'est peut-être la seule année où j'ai pensé au suicide. Je me suis dit, est-ce que ce long de vie vaut la peine? J'étais épuisé physiquement, épuisé nerveusement, et puis découragé. Je me suis dit, j'arriverai jamais à terminer mes études. Bien. La fois d'après, je me suis dit, c'est pas possible, il faut changer. Alors j'avais un ami arménien qui m'a dit, écoute, j'habite chez une dame au quartier latin qui est très sympathique, elle m'a dit, je vais partir, tu vas aller la voir, tu vas lui dire, alors je suis allé la voir, etc. Elle m'a dit, ah, pas de problème, donc vous allez en vacances? Oui, puis je rentre à la fin. C'était réglé. Je devais arriver à telle date et puis trouver ma chambre toute faite. Ce que je fais naïvement, je rentre chez mes parents quand ils sont encore, toujours bateau-train. Au train, je me ressource un peu, je débarque avec ma valise, elle ouvre, elle me dit, ah ben, je viens comme prévu. Ah, mais excusez-moi, mais en fait, il y a une cousine. Je n'avais pas prévu qu'elle venir, mais je suis désolé, je ne peux pas ouvrir la chambre. J'ai compris pourquoi par la suite. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? Je ne savais pas quoi faire. On avait dit que je s'en débarrasser. Je vais à la garder, je l'avais à la consigne. Et puis, pendant quelques jours, je dors dans la salle de temps, dans un clochard. Pendant que ma valise était à la consigne. Les douches, rien, bien sûr. Et puis, je revois Jean Grouillas, je le revois parce que j'allais quand même à la fête. Il me dit, ah, écoutez, il y a mon père qui vient de m'acheter un studio, rue Saint-Denis. C'est ce fameux Jean Grouillas qui me harcelait avec ses histoires. Et alors j'y vais, il est très gentil, alors on prend la valise, on y va. Il habite au dernier, il fallait monter à pied, pas d'ascenseur. À l'époque, à Paris, les immeubles étaient noirs. Dessus, c'était avant la réforme Malraux. Il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas d'ascenseur. Il fallait prendre ses bains dans les bains publics. On avait 20 minutes. Si on dépassait le temps, il fallait payer le double. Bon. C'était pas la vie facile pour les jeunes d'aujourd'hui qui se plaignent de tout. Hein. Voilà. Donc, c'est intéressant de le rappeler. Alors il fallait monter. Donc, il avait un studio au 6e étage.
Et alors là, bon, alors, le problème, c'est que quand même, la nuit, c'était rue Saint-Denis. Alors là, vers 1h du matin, c'était les bagarres entre sauveteurs, les cris des prostituées. Ah ouais, à l'époque. Les marchands des halles, alors les camionneurs des halles qui venaient, les camions qui crissaient, qui démarraient. Tout prend plusieurs heures pendant la nuit. Les camions qui venaient amener les marchandises aux halles, les histoires de procès, je dormais très peu. Et pendant le peu de temps où je pouvais me reposer, ils continuaient à me harceler. Tu te rends compte? Tu sais, Jeanne d'Arc, hein, les Anglais ont lâché. Hein. Il aurait pu quand même nous défendre, nous les protestants, mais ils n'ont pas fait, hein, c'est ça le temps. Bref, il continuait son harcèlement. Voilà. Bon, bref, j'étais épuisé. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un d'autre à la fac qui lui était un juge du Maroc qui s'appelait Maurice. Il s'appelait Maurice, et il m'a dit, je connais quelqu'un qui habite à l'île des Gobelins, en 68 avenue des Gobelins. Voilà. Et je vais partir, et si tu veux, tu prends la chambre. Alors là, je la vois, on se rencontre avec lui, et c'est une femme très sympathique, je m'en souviens de son nom, c'est Madame Gabrielle, veuve Achille Barberousse. Et alors, elle a accepté, donc je veux dire, j'ai déménagé de chez moi, Jean-Pierre, chez elle, la même année, et là je suis resté pratiquement jusqu'à la fin, je suis en c'est une femme très sympathique, mais alors il y a toujours un problème, il y a toujours un mais. C'est qu'en réalité, elle m'avait loué une chambre pour avoir de la compagnie. Elle était âgée, voilà. Elle m'a raconté toute sa vie, comment son mari l'a trompée, etc. Alors évidemment, je l'ai aidé à aller chercher le charbon dans la cave, elle avait une très belle cheminée, hein, c'est un appartement bourgeois. Bon, alors ça ne me dérangeait pas, on allait chercher le charbon dans la cave, j'ai appris à allumer du charbon de la cheminée. Et voilà, et puis quand je rentrais un peu tard, parce que j'étais resté à la bibliothèque, oh Jésus, Marie, Joseph, Monsieur Jean, m'appelle Monsieur Jean, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je vous ai attendu. Je lui ai dit, écoutez, Madame Barbeau, je suis fatigué, il faut absolument, je dois préparer un truc pour demain. Ah, on ne peut pas faire un peu de Cosette quand même? Bon, alors je me suis dit, ben, si je ne fais pas de la Cosette, elle va me virer. J'avais la panique de me retrouver sans logement. Bon, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Et alors, ce monsieur s'appelait Maurice, mais il habitait à Clamart. Alors elle l'appelait Maurice de Clamart. Elle dit, alors est-ce que vous avez revu M. Maurice? Un lobby tout à coup. Voilà. Est-ce que vous avez revu M. Maurice de Clamart? Voilà. C'était ma soutenance de thèse. Quelle thèse, ça serait intéressant? Moi je suis Bob de Bob. Laisse-moi continuer. Il faut que j'arrive vite à la fin. Alors maintenant, je vais aller vers mes études de travaux scientifiques. Alors quand je suis arrivé à Paris, donc j'ai commencé toujours, moi je voulais partir du concret vers l'abstrait. J'ai commencé par chimie générale, c'est un truc énorme, qui prend toute l'année. Parce que dans le certificat de chimie générale, ancien, il y avait de la chimie générale, de la chimie minérale, de la chimie organique, il y avait tout. On ne pouvait pas faire autre chose. Et je venais d'arriver, c'est à l'époque où j'habitais à l'hôtel de Sciences. Alors en chimie générale, j'avais le professeur Lafitte, qui a joué qui a enseigné également l'économie, qui a joué un rôle néfaste dans la réforme énergétique, comme je l'ai dit plus tard. Le professeur Chrétien, qui lui était un spécialiste de chimie minérale, mais alors c'était le Réunion. Hein? C'était la série du technicien. Il y avait manganèse, technicien, Réunion. Sauf que le technicien, c'est un élément qui n'existe pas sur Terre. Il a été fabriqué. C'est pour ça qu'on l'appelle technicien. Voilà. Donc c'est un spécialiste. Et Prévost, chimie organique, il était très bien. Il nous a presque initiés à la chimie quantique. À l'époque, ça n'existait encore pas, ou à peine. Et puis alors, ça c'est la première année. Là où j'habitais, au quartier latin. Deuxième année, là où j'habitais en banlieue, j'ai eu le professeur Alfred Kastler. Là c'est le premier prix Nobel. Je l'ai eu en physique. Et je vais vous dire, il faisait des cours remarquables. Enfin, il n'y avait pas que lui qui enseignait, il y avait des cours d'électricité, magnétisme, mécanique, acoustique, enfin bref, voilà, thermodynamique. Lui enseignait la thermodynamique, c'est une discipline que je n'ai jamais captée. Même maintenant, j'ai du mal à capter. Mais il faisait des cours tellement clairs, on comprenait tout avant qu'il ait terminé. C'était un type génial. C'était mon premier contact avec Alfred Kastler. Il était non seulement un grand chercheur, quand même, mais un excellent enseignant. Oui, mais ce que je retiens en fait de ce quand tu dis génial, c'est qu'en fait, je considère qu'il était génial parce qu'il était en capacité de vous expliquer des choses très complexes de façon à ce que vous les compreniez. Oui, mais c'est intéressant parce qu'en tant que prof, je pense qu'on devrait y réfléchir. C'est rare, c'est rare. Alors, à l'époque,
je voulais quand même, parce que ma sœur aînée, qui avait été amoureuse d'un ingénieur, qui avait largué pour des raisons diverses, voulait que je sois ingénieur. Elle voulait, disons, que je sois une sorte, enfin, elle voulait satisfaire une sorte de frustration personnelle en me poussant à être ingénieur. Alors moi, c'est surtout la philosophie, la métaphysique, la psychologie, encore les sciences, ça va. Et je ne voulais pas, je savais que je ne pourrais pas faire les grandes écoles, les grands concours, je ne sais pas une tête à concours. Je me suis dit, je vais entrer à l'école centrale des arts et de la manufacture sur titre. On pouvait y entrer sur titre, et même en deuxième année, à condition d'avoir une double licence en sciences physiques et en mathématiques. Donc c'est pour ça que j'ai préparé une double licence en sciences physiques et en mathématiques. C'était la raison initiale. Mais il fallait présenter quand même un petit examen en quoi? En dessin industriel, en droit du travail et en psychologie du travail. Bon, bref. Donc, cette deuxième année, pour me préparer, la première année c'était trop dur. La deuxième année, j'ai suivi des cours du soir de dessin industriel organisés par la mairie de Paris. Alors, troisième année, là, alors, la deuxième année, donc première année chimie générale, deuxième année physique générale, troisième année, alors un mix de mathématiques. Alors, j'ai préparé à la fois technique mathématique de la physique, maths 1, qui était le préliminaire à maths 2, c'était l'ancienne calcul différentiel et intégral, et mécanique générale. Alors les cours de mécanique générale se suivaient au CNAM, au CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. Les cours de, maintenant je me rappelle, je crois que c'est la Sorbonne, et les cours de TMP à l'IHP. Et là c'est Laurent Schwartz. Alors lui c'est pas un prix Nobel, mais c'est une médaille Fields. Alors c'est pareil, hein, parce que là c'était la deuxième année, hein, c'était l'année où j'étais en banlieue, j'arrivais, je ne comprenais rien, amphithéâtre en fumée, c'était impossible. Mais alors lui, il était génial, parce que c'est lui qui a créé la théorie des distributions. Il généralise la théorie des fonctions, mais il enseignait très mal. Alors peut-être que ceux qui avaient déjà un certain niveau de mathématiques pouvaient comprendre, mais moi j'aime passer par-dessus la tête. Et finalement, heureusement qu'il n'y avait pas que lui. Il n'y avait pas que lui, parce qu'autrement, j'ai quand même eu une note non éliminatoire. Bon, finalement, j'ai eu mes 3 certificats, TMP, maths 1 et mécanique, je les ai eu tous les 3. C'était la condition pour que j'ai donc la double licence de sciences physiques et de mathématiques. Mais là, la troisième année, il y a eu une réforme des études, donc une réforme des conditions d'accès à l'école centrale. Donc c'était plus possible d'entrer en... attendez, oui, non, j'ai oublié de dire quand même, pendant cette troisième année, toujours pour compléter ma formation en vue de l'examen d'entrée, j'avais suivi les cours de capacité en droit à la fac de droit, du soir. Hein, voilà. Je m'étais, alors là, je m'étais remis tout seul dans les langues vivantes, anglais, allemand, même russe, je n'avais pas appris, à part les méthodes de 6000. Et je m'étais intéressé aussi à la psychologie appliquée. J'avais suivi à un moment des cours à l'Institut de psychologie, mais ce n'était pas mon truc. J'ai étudié tout seul la caractérologie, la morphologie, la chirologie, pas la psychanalyse, ça ne m'intéressait pas trop. Bref, donc c'est comme ça que j'ai eu une formation absolument pluridisciplinaire. Parce que je voulais rentrer sur titre à l'école centrale des arts et manufactures. Mais alors maintenant j'en viens à la 4e année, comme il y a eu une réforme des études, c'était plus possible d'entrer avec les critiques que j'avais. Donc j'en avais marre et j'ai changé d'orientation. Et alors je me suis dit, bon ben, je vais voir ce que je vais faire avec ce que j'ai. Je vais peut-être faire un doctorat 3e. On m'a dit, fais donc un doctorat 3e, c'est plus mon truc. Je suis allé en comme je m'intéressais toujours à la chimie, je suis tellement passionné de chimie quand tu dis, mes condisciples m'appelaient la chimie. Alors Jean, la chimie, comment ça va? J'étais la chimie. Je m'étais identifié à Pascal, ensuite je me suis identifié à la chimie. Je m'identifie toujours à quelque chose qui me passionne. Et là, je suis allé rencontrer le professeur Julia, qui était un grand professeur chimie organique à l'école normale supérieure. Je lui ai présenté mes titres, tout ça, il a regardé. Mais c'est pas plutôt mon frère que vous voulez voir, parce que là, je vois que vous avez une formation beaucoup plus mathématique et physique que chez vous, c'est vrai. Hein, finalement, j'avais un diplôme de mathématiques en maths, j'avais une licence de chimie. Alors j'ai dit, bon, finalement, il m'a dit alors, enfin bref, il n'a pas voulu me prendre, il m'a envoyé à l'Institut, il m'a envoyé voir le professeur Maillard, qui exerçait au laboratoire de chimie physique rue Pierre et Marie Curie. Et mademoiselle Cochois, qui dirigeait le laboratoire, lui a dit, mais non, il ne faut pas. Alors, il lui a dit, écoutez, il y a une licence, il faut absolument qu'il présente un certificat de chimie physique 1, chimie physique 2, chimie physique approfondie, encore une année perdue.
alors que mes parents n'étaient pas en moyen de m'aider. Hein. Bon, voilà. Le temps passait, je vivais, j'avais pas de bourse. Donc je ne voulais pas quand même exagérer. Et surtout qu'ils croyaient que je faisais des études d'ingénieur. Je leur faisais croire que je faisais des études d'ingénieur. Ah, je leur ai menti pour continuer à envoyer de l'argent. Vous voyez qu'est-ce qui se passe. Bref, j'ai réussi à faire les trois dans la même année. Et puis, donc, je suis allé chez ma mère, qui m'a pris, il m'a dit, écoutez, franchement, parce qu'il y avait des TP, il m'a dit, écoutez, quand même mieux en théorie qu'en expérience. Allez donc voir le professeur Donnel. Alors, je suis allé de... Julia qui m'envoie, c'est pas grave, parce que j'étais plus matheux que chimiste, je suis physique, hein, c'est quand même bien, lui qui m'envoie Donnel, enfin bref. Et puis je me suis retrouvé rue de Sèvres. Rue de Sèvres, c'est l'appartement qui était loué par le CNRS, et où se trouvait le siège du Centre de chimie théorique de France. Et c'est un appartement. Alors les gens étaient installés dans l'appartement. Le professeur Donnel occupait évidemment l'une des grandes chambres à coucher. Il y avait un très grand salon où il y avait 4 grandes tables. Il y avait un Chinois qui était là, il y avait toutes sortes de gens, c'était très connu, à l'espagnol. Moi j'étais dans la cuisine. Bon. Mon patron était partagé, enfin bref, c'était un appartement. Et au bout d'un an, on a été viré, parce que l'hôpital Necker qui était à côté nous a exproprié. Et c'est devenu plus tard, évidemment, il y a eu une extension de l'hôpital des enfants malades qui s'est installée. Et nous, on est allé où? Rue du Maroc. Alors, rue du Maroc, c'est quoi? C'était deux bâtiments côte à côte, dont l'un était une fabrique d'appareils radio et l'autre une chocolaterie. Le CNRS a acheté les deux bâtiments, la fabrique d'appareils radio et la chocolaterie, il les a unis, il les a travaux et tout. Et il a installé dans l'ancienne chocolaterie l'Institut Blaise Pascal, qui était le plus grand centre de calcul de France à l'époque. Plus tard, il migra aussi. Et de l'autre côté, plusieurs laboratoires, dont, alors il y avait le laboratoire du professeur de Cossel, lecture numérique. Ouais. Tout ça, c'était très lié à l'Institut Blaise Pascal, où il y avait les plus grands ordinateurs à l'époque. Mais qui finançait tout ça, en fait? C'était le CNRS. Bien sûr, c'est le CNRS qui a acheté tout ça. Et alors notre centre de chimie théorique de France est devenu le centre de mécanique ondulatoire appliquée. Pourquoi? Parce que Donnel se voulait le poulain de De Broglie qui avait fondé la mécanique ondulatoire. Donc, lui faisait les applications. Et alors, effectivement, tous les ans, il y avait une séance inaugurale après les vacances de notre laboratoire, dans le grand amphithéâtre. Enfin, c'est pas un amphithéâtre, c'est une grande salle de conférence, où De Broglie arrivait lui-même en personne, troisième prix Nobel, et il était là, il disait rien, il présidait. Donnel faisait son speech. Il y avait quelques sommités internationales. C'était l'ouverture annuelle du centre de mécanique ondulatoire appliquée. Et Donnel a espéré pendant longtemps qu'il allait succéder à De Broglie à l'Académie des Sciences. Il a été très déçu, c'est son rival, Bernard Kuhlmann, qui lui a succédé. Je ne reviendrai pas là-dessus, je l'ai raconté, c'est mon sur la Bien. Alors, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai rencontré Pierre Barucan, qui a été par la suite, qui m'a introduit dans le monde politique, qui a été par la suite adjoint du 13e. J'ai rencontré ce jour-là Claude Godot, qui a lancé la société de bioinformatique de technologie. Alors j'avais eu Jacques Montpeau. Alors là c'était fini, mais j'avais des bourses de thèse. D'abord l'Institut Pasteur, puis du CEA. Ensuite je suis passé attaché de recherche au CNRS. Ensuite j'ai été conseiller adjoint au laboratoire central des industries électriques à Pont-Rose. Et vers la fin, comme j'étais harcelé par. Il y avait le bureau, les gens qui rentraient, sortaient, les séminaires, machin. Bon, je ne pouvais pas rédiger ma thèse. J'avais les éléments, il fallait que je rédise. Et puis Madame Barberouche, quand je rentrais, monsieur Jean, on va avoir un petit bout de Cosette. J'ai voulu m'isoler. Je suis allé au centre de la France, à Saint-Pourçain-sur-Soule, dans un petit hôtel, pour rédiger ma thèse. J'avais une valise de documents, et là je commençais à rédiger. C'était à la main, il n'y avait pas de boîte processeur à l'époque. À la main. Je rédigeais, je déchirais des feuilles, je raturais, je rédigeais pendant un mois. Quand j'avais bien travaillé dans la journée, je m'offrais un petit restaurant. Il n'y avait pas de McDonald's. Sur quoi portait ta thèse? Attends, c'est secondaire. Ça va venir. Et quand je n'étais pas content de moi, je me contentais d'un sandwich. Et puis je passais de temps en temps devant
le restaurant qui s'appelait les Trois, je sais pas comment, voilà, ça va me revenir. Qui était sur la Soule. La Soule, c'est le club qui est dans les Saint-Louis. Voilà. C'est le chêne vert, voilà, le chêne vert. C'est un restaurant, moi j'ai obligé. Ça ne sera jamais pour moi, ça jamais. Par la suite, je suis désolé. Parce que des rêves d'enfant, je les réalise toujours. Enfin, bref, j'ai réussi quand même à terminer tant bien que mal ma thèse. Je suis rentré à Paris, j'ai terminé, je l'ai passé. Et je suis allé voir avec mon condisciple Clément Cotis, qui faisait sa thèse avec moi, patron Roland Lefebvre. Il faut savoir que Roland Lefebvre, c'est le fils d'Henri Lefebvre, qui est l'un des grands théoriciens français marxistes. Voilà, alors lui évidemment était communiste, il était président du syndicat des chercheurs scientifiques, machin, voilà. Il est dans les commissions du CNRS. J'étais protégé par un patron qui m'estimait bien, qui était pas voilà. Donc, on est allé voir Kastler ensemble. Parce qu'après Kastler, j'avais appris qu'il avait accepté d'être. Il n'était pas encore philosophe. Il était en juin 66. Il avait accepté d'être président du jury d'une certaine Rose Marx, qui était à Orsay, avec qui j'avais collaboré. Alors, il faut savoir qu'après Kastler, c'est quand même un type très beau. Voilà. Il était d'un milieu assez modeste. Il a d'ailleurs accordé une interview à la revue du Grand Orient de France. Pourquoi qu'il est franc-maçon? Quelqu'un de modeste, protestant, évidemment. Je vais expliquer pourquoi. Et très bobo, hein, il est contre la guerre du Vietnam, contre la guerre d'Algérie, contre. Alors, ça ne m'étonne pas qu'avec un nom pareil, Rose Marx ait accepté de présider sa thèse sans histoire. Alors que moi, quand je suis allé avec mon cotiste, un juif de Tunisie, un grec de Tunisie, donc des complices des salauds colonialistes, il a beaucoup hésité, il a tergiversé. Enfin, bref, on a beaucoup insisté. Finalement, il a accepté. Hein. Donc, il a accepté et il a présidé. Donc, il a été président de la jury de thèse à tous deux. Voilà, mais j'étais quand même un peu frustré. Je me suis dit, bon, pourquoi heureusement je parle? Moi, je ne comprenais pas ça. C'était mon deuxième ou mon deuxième contact. Parce qu'elle est peut-être plus brillante que toi, est-ce que tu peux l'admettre? Non. Ah non, lui, ça peut Non, mais être ce plus qui brillant. l'a motivé, c'est que Clément Cotis travaillait sur les états triplés. La résonance paramagnétique électronique des états triplés organiques. Et moi sur les radicaux libres organiques. Voilà. Et les états triplés, ça a à voir avec le pompage optique qui a donné au loi des arts. Ça l'a motivé un petit peu. Donc il acceptait pour lui, s'il a été pris, il ne peut pas accepter pour moi. Donc la patience. Bon, ceci étant, j'avais ma thèse et j'avais donc, mon patron avait, comme on le fait d'habitude, après une thèse, on part en général à l'étranger faire un postdoc. Ça fait partie du cursus. Hein. Bon. Donc il y avait des contacts avec les États-Unis, le Japon, le Canada, etc. Et j'avais reçu une proposition ferme pour aller au Canada parce que le professeur Charles McDowell, qui était président du département de chimie de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, au Pacifique, avait été bien reçu à Paris, puis quand il a dit, voilà, il a accepté. Bref, donc c'était prévu comme ça. Et c'est vers cette époque, je ne sais pas si c'est avant ou après, que j'ai fait une radio du CNRS, le CNRS, une radio annuelle. Et on a découvert à ce moment-là que j'avais quelque chose. Que tu avais Quelque chose dans les poumons. Et alors, on m'a expliqué qu'il y avait deux possibilités. C'était soit une maladie de Bennet-Bokschemann, c'est-à-dire une sarcoïdose bénigne, qui allait passer avec le temps, à moins que ça touche des organes vitaux. Soit une sarcoïdose maligne, qui était une maladie de Hodgkin, qui à l'époque était mortelle à 100%. Maintenant, elle est guérissable à 100% si on la prend. Et donc, on m'a fait une biopsie, et je veux dire, pendant 10 jours, j'ai vu la vue sur le sang. Je vais beaucoup investir dans le travail, je m'étais sacrifié, j'avais sacrifié mes loisirs, tout ça pour réussir mes examens et mes diplômes. Et puis là, et puis j'économisais tant que je pouvais quand même. Et puis là, j'ai compris que finalement, il fallait peut-être consacrer un peu de temps à jouir de la vie et pas seulement à investir pour le futur. Parce qu'il n'y aurait peut-être pas de futur. Voilà. La maladie de Hodgkin, c'est à 1 à 2 ans. Et j'ai vu la vue dans notre angle. Et j'ai écrit un poème, d'ailleurs, que je vais vous lire. Ensuite, j'ai envoyé à l'Académie, parce que l'Académie des sciences, des arts et des lettres, où j'ai été admis plus tard,
Je lui ai demandé à moi et à ma femme qui était admise avant, parce que pour y être, il faut être pluridisciplinaire. Hein. Il faut être à la fois dans les sciences et dans les arts. Je vais les dire. Bref. Finalement, au bout de 10 jours, pas de nouvelles. C'était que 5 minutes. Bien. Donc, je suis sauvé. Et alors, bon, j'ai décidé quand même pour me détendre, faire une grande tournée. Alors, je suis allé